Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en ce milieu du mois de juillet pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 175. Alors pour certains, je vois passer des petites choses sur les réseaux, c'est déjà les vacances, en Italie pour certains, la Méditerranée pour d'autres, certains s'apprêtent à faire leur bagage. Pour ma part, ce sera à la fin du mois de juillet, direction la Loire-Atlantique pour une bonne coupure. 15 jours, 3 semaines du côté de Pornic avec des épisodes qui vont s'enchaîner, qui vont continuer durant l'été. Je travaille actuellement pour vous proposer du contenu et puis sur un plan sportif, je retrouve un rythme qui était celui d'avant blessure, d'avant ce mal de dos et je reprends petit à petit goût à ces séances difficiles, séances parfois de piste, séances de seuil, séances de côte et j'enchaîne les sorties au fur et à mesure des jours et des semaines, donc c'est plutôt bon pour le moral. De votre côté, n'hésitez pas à me dire quel va être le programme de cette période de vacances. Est-ce que vous allez couper? Est-ce que vous allez poursuivre votre entraînement? Est-ce que vous avez des échéances déjà identifiées pour la rentrée à venir? On en discute sur les réseaux, vous les connaissez, Facebook, Instagram. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu as l'impression de stagner? Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs sportifs, ou bien professionnels, ou encore personnels. Et pourtant, tu sembles être bien préparé, techniquement et physiquement, mais en course, en compétition, rien ne se passe comme prévu, tout s'effondre. Dans cet épisode, j'accueille sur le podcast Pierre David, fondateur de l'Académie de la haute performance. C'est un organisme qui accompagne les sportifs et les professionnels à se libérer de leur blocage. On est dans le domaine de la préparation mentale. Sportif de haut niveau, Pierre a pratiqué la boxe. En 5 finales, il n'a remporté qu'une seule fois le titre national. Clairement identifié, sa faiblesse venait de son mental. Il s'est donc formé aux 4 coins du monde avant de vous proposer cette méthode dite de dépolarisation qu'il détaille dans notre échange. Ainsi, vous pourrez éliminer votre peur de l'échec, libérer votre plein potentiel, renforcer votre confiance et au final, atteindre vos rêves. Alors merci à toi, Pierre, d'avoir accepté l'invitation du podcast pour présenter ta méthode. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Pierre David surmonter vos blocages grâce à la dépolarisation. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Pierre, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, on va travailler l'aspect mental puisque tu es à la tête d'une académie, l'Académie de la haute performance, qui traite justement de cette problématique au niveau du mental. Je te laisse te présenter et je te souhaite la bienvenue. Salut Sébastien, écoute, merci déjà de l'invitation dans le podcast. Moi, Pierre, le prénom, David le nom, fondateur de l'Académie de haute performance, ancien sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, on accompagne en grande majorité des sportifs à dépasser leur blocage pour pouvoir performer. Et à côté aussi, on a d'autres personnes qui viennent nous voir, qui voient les blocages sportifs et qui s'identifient, qui voient les leurs et qui du coup viennent nous voir aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de monter cette académie de la haute performance? Est-ce que c'est ton cœur de métier ou est-ce que tu as réalisé d'autres choses avant de créer donc cette entreprise et cette structure? Ouais, alors du coup, moi en effet, donc ancien sportif de haut niveau. Donc j'ai 4 finales de championnat de France de savate boxe française à mon actif et j'en ai gagné une seule, non pas grâce, mais à cause de mon mental. Moi, à chaque fois que j'arrivais en finale, jusqu'au final, je savais que je serais en équipe de France, mais dès que j'arrivais en finale, je passais à côté, tout simplement. Alors j'avais testé sophrologie, hypnose, méditation et tout ça, et même si ça m'avait aidé, ça m'avait pas résolu le blocage de base. Et donc j'ai continué de me former tout simplement. Alors à côté, autrement, avant de monter l'Académie de haute performance, du coup, il y a eu ce parcours scolaire, donc ancien décrocheur scolaire entre guillemets. J'ai pas eu mon brevet des collèges du premier coup,
Donc j'ai eu de la deuxième fois. Ensuite, les profs m'ont dit, bah, ils avaient raison, hein, à l'époque. Ils m'ont dit, ils ont dit à mes parents, Pierre n'est pas fait pour les études longues, que je me suis orienté vers un BEP tourneur-fraiseur, euh, que j'ai eu. Et à ce moment, je découvrais le sport. Je découvrais la boxe française. Et en fait, je me suis dit, si je veux faire du sport de haut niveau, en fait, j'avais regardé les sportifs de haut niveau et souvent les finalistes en équipe de France, c'était souvent des étudiants. Et donc, dans ma tête, ça a fait un raccourci du type, OK, si je veux faire du sport de haut niveau, je dois faire des études. Donc, j'ai enchaîné avec un deuxième BEP, ce qui était très bien, vu que j'avais un premier BEP, je n'avais pas besoin de refaire les matières générales. Donc, j'avais que 18 heures de cours par semaine et à côté, je pouvais m'entraîner. Et pour continuer le sport, j'ai fait ensuite une première STI, donc adaptation, bac STI, BTS. Là, j'arrivais à l'échec de ma première finale en BTS et je commençais à travailler comme technicien de maintenance. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire toute ma vie. Donc, j'ai pris 1 an de stop du sport et je suis parti en Australie pour apprendre l'anglais. Parce que j'ai eu 5 de moyenne en anglais en Australie. Donc, je suis parti travailler là-bas 7 mois. Ensuite, j'ai fait la Thaïlande, j'ai repris la boxe là-bas. Je suis revenu, j'ai repris une licence. Je suis passé de dernier de la classe en anglais à deuxième, voire premier égalité. Et après, j'ai fait Master 1 et Master 2. J'ai fini par un Master en sociologie. Et là, pour moi, ça a été, je me suis mis à aimer l'école à 23 ans. Parce que je suis tombé sur un prof top en sociaux qui, je pense, il connaissait plus que moi je me connaissais avec, je viens de famille populaire, avec inconsciemment des directions vers des études courtes et aller rapidement sur le marché du travail. Et je pense que lui, il a capté tout ça et du coup, il m'a justement donné confiance. Et en fait, en découvrant la socio, je suis tombé amoureux des études. J'ai passé énormément de temps à la bibliothèque universitaire et voilà. Et là, je me suis dit, mais ok, en fait, notre avenir n'est pas déterminé. C'est plus en fonction des gens que l'on va côtoyer qu'on va découvrir certaines croyances, enfin, activer ou pas certaines croyances. Bref, là, j'arrivais à la fin de mon Master 2 et je m'étais tout le temps dit, le jour où j'arrête mes études, j'arrêterai le sport. Et donc, ça n'a pas loupé, j'ai arrêté le sport et les études. Donc, j'ai une période mon mémoire, j'ai dû le faire en juin, je crois, mai-juin, et j'ai une période après de juin à octobre un peu où j'étais pas bien, parce que je me disais, ok, je suis plus sportif, je peux faire quoi d'autre à part du sport, je sais pas trop quoi faire. Je me voyais pas travailler parce que je trouvais pas de sens. Et du coup, là, c'est là où j'ai commencé l'hypnose à l'époque. Et le premier cours d'hypnose, eh bien, c'était vraiment sur le cerveau. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Et donc, je me suis dit, en fait, je peux créer une association, je peux aider des jeunes. Et donc, ça a été comme ça où j'ai créé une association, premier de quartier. Ensuite, il y a des profs qui ont entendu parler de cette histoire. Donc, ils m'ont invité dans un premier lycée à Nantes. Et puis, voilà, 2, 3 ans plus tard, j'intervenais dans 4 lycées avec 6 classes, je crois, différentes. Et puis après, tout simplement, en continuant de me former, je suis allé me former aux États-Unis avec le docteur John DeMartini. Et là, sur un process qu'il a fait, j'ai vu que ça avait enlevé un autre blocage que j'avais en tant qu'être humain et que c'était le même qu'en sport. Et donc, je me suis dit, mais attends, en fait, je peux aussi aider des sportifs. Et c'est là où j'ai créé. Alors, au début, ça s'appelait pas l'Académie de haute performance, c'était juste comme ça. Et en fait, où vraiment, je me suis dit, OK, maintenant, je peux avoir un impact dans le sport. C'était en avril 2019 où là, j'ai vraiment créé l'Académie de haute performance et je me suis dit, OK, go, objectif. On dépolarise le plus de sportifs. Donc, voilà l'histoire. Pourquoi avoir commencé ce sport qui est la savate? C'est pas quelque chose Ouais, de très commun. Comment tu es venu à pratiquer la boxe et pas le football, le tennis, le basket comme de nombreux jeunes, hein. Je dirais que c'est une grosse partie de la population. La boxe, c'est un petit peu plus marginal comme sport. ouais. En fait, comment j'ai commencé? Tout simplement, mon père en faisait. Et mon père était vraiment très fort techniquement et tout. Même peut-être plus technique que moi, sauf que lui il avait pas forcément envie de faire les sacrifices pour la compétition. Et moi, ça m'a tout le temps marqué, ça, étant petit, me dire, mais attends, mais le potentiel qu'il a, c'est dommage qu'il fasse pas de compétition. Et les entraîneurs, j'entendais parler. Bref, moi, il y avait pas dans son club, il y avait pas de cours pour enfants, donc j'ai commencé par le karaté. Et puis après, j'étais à l'école, du coup, un peu turbulent et tout. Et puis mon père, il m'a dit, c'est bien de faire le malin à l'école, mais t'as qu'à faire de la boxe, en fait, si tu veux vraiment te défouler, te confronter à des gens.
Et là, j'ai un peu pris au défi en mode, OK, je vais devenir meilleur que lui. Et voilà, donc ça a été vraiment un truc pour montrer un peu à mon père que en fait, je pouvais y aller aussi, quoi. Et en fait, j'ai accroché et c'est ce qui a fait que j'ai aussi raccroché scolairement grâce à ça. Et aujourd'hui, tu as raccroché les gants, sans Ah ouais. regret, sans déception? Non, j'ai plus du tout de déception aujourd'hui parce que déjà je suis plutôt bien dans mes pompes. Euh, et, euh, et en fait, je vois que grâce au fait que j'ai eu ces échecs-là, eh bien, je peux aider plein de sportifs aujourd'hui. Et après, j'ai repris une année. Moi, ma dernière finale, c'était en mai 2015 à Pierre de Coubertin à Paris. Et j'ai repris une année, je crois, en 2019. C'est ça, c'était avant le Covid. En novembre 2019, j'ai repris les entraînements. J'ai refait un combat en février 2020 euh, que j'ai perdu parce que physiquement, mes jambes n'avaient pas retrouvé leur niveau. Je m'étais préparé moi plus pour fin février, c'était tout début. Euh, mais par contre, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir et c'était la première fois de ma vie que je prenais autant de plaisir en compétition. Et c'est là où je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai dépassé mon blocage, quoi. Ouais, non, pas de regret. Tu dis accompagner donc des sportifs Ouais. professionnels, également donc des sportifs amateurs sur le plan Ouais. mental. Pourquoi ils viennent te chercher et quelles sont les raisons d'un Hmm. besoin en préparation mentale aujourd'hui? Ça se démocratise ou tu trouves que c'est encore quelque chose de très confidentiel que l'on n'ose pas mettre en avant? On voit souvent les Hmm. performances liées à l'activité physique, mais le côté mental est rarement mis en avant. On en C'est parle clair. un petit peu plus, mais de ton regard de professionnel, qu'est-ce que tu constates? Moi, ce que je constate, c'est que, alors peut-être que ça se démocratise parce que de plus en plus de sportifs en parlent. En revanche, ce que je peux remarquer, peut-être encore plus chez les hommes que chez les femmes, on a l'aspect, enfin moi c'est déjà ce que j'avais fait à l'époque quand j'avais fait mes premières séances de prep mentale en 2010, je crois. Euh, 2010, non 2011 parce que je montais en national. Eh bien je l'avais dit à personne. Et je crois que la première fois que je l'ai dit, c'était sur un webinaire en 2018. Donc j'avais dit à personne parce que je me disais c'est faible d'aller voir un préparateur mental. Si je veux avoir un prep mental, c'est que je suis faible mentalement. Et pour moi, c'est vraiment un frein que beaucoup de sportifs ont de se dire, ah, mais si je veux voir quelqu'un, c'est faible en fait. Je pense que ça, c'est un gros frein. Et alors que finalement, quand on prend de la hauteur, du recul, on peut voir que ça, c'est des croyances qu'on a eues depuis tout petit, qui nous ont conditionnés et qui nous empêchent d'exploiter pleinement notre potentiel. Donc aujourd'hui, nous, les sportifs qui viennent nous voir, déjà depuis 2019, on a accompagné plus de 600. Aujourd'hui, c'est juste incroyable le nombre de sportifs qu'on accompagne par mois. On a accompagné plus de 600 sportifs. On est aujourd'hui international. On voit qu'en Espagne, bah, ça prend très bien aussi. En fait, je pense que beaucoup de sportifs qui viennent nous voir, c'est qu'à la base se reconnaissent dans mon parcours en mode j'ai tout pour réussir et pourtant le jour des compétitions bah ça bloque et je suis très bon à l'entraînement mais en compétition bah j'arrive pas à donner 100% de mon potentiel et à chaque fois on se base sur le faire genre tiens j'aimerais plus m'entraîner donc c'est ce qu'on voit chez des sportifs comme de haut niveau des gens qui s'entraînent énormément ils sont limite du burn-out sportif euh, ils s'entraînent beaucoup, mais là, ils sont dans le faire, alors qu'on oublie qu'on est des êtres humains. Et être, faire, avoir, on n'est pas des fers humains ou des avoirs humains, mais des êtres humains. Et que si l'état d'être n'est pas totalement débloqué au niveau énergétique, bah, l'état d'être, c'est notre énergie. L'énergie emmène le corps, emmène la matière. Et du coup, bah, en fonction de ce que l'on va faire, on aura les résultats. Donc, c'est parce que j'ai l'état d'être donc que je vais faire les bonnes actions et que je vais augmenter les probabilités ou pas d'obtenir le résultat que je désire. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux athlètes. Quand ils comprennent ça et qu'ils viennent nous voir, en fait, eh ben, on a des sportifs qui s'entraînent moins et qui performent plus, quoi. Quelles sont les disciplines qui ressortent des personnes Voilà. que vous accompagnez? Il y a des profils Ouais. ou sport individuel ou plutôt des sports collectifs quand même? Alors, nous, on a tous les sports. En tout cas, en revanche, c'est vraiment des individus qui viennent nous voir, parce que souvent dans les sports collectifs, souvent ils ont leurs préparateurs mentaux. Des fois, en équipe de France, par exemple, ils ont leurs préparateurs mentaux. Donc, mais plutôt sur des méthodes plutôt classiques. Et du coup, ils viennent nous voir parce qu'ils voient que ça suffit pas. Donc, on a du sport collectif, rugby, foot, basket.
hand. On a après sport individuel, équitation, golf. Enfin, on a à peu près tous les sports, karaté, athlétisme justement. Pour ceux qui courent, on a Johan Koval. J'aime bien le montrer parce que c'est un exemple type des méthodes de prep mentale qui n'avaient pas fonctionné. Et lui, on travaillait ensemble juste quelques semaines et derrière, il s'est vraiment senti mieux et ses résultats ont suivi. Donc, on a tous les sports en fait. Et on a même, et pour le coup, on a au-delà d'avoir tous les sports, on a même des métiers. On a des entrepreneurs qui viennent nous voir, on a des musiciens qui viennent nous voir, on a des étudiants qui viennent nous voir. On a eu des politiciens aussi, pilote d'avion de chasse, un de mes tout premiers clients pilote d'avion de chasse. Donc, ouais, c'est vraiment, on a tous les specs. Et cet accompagnement mental, Pierre, Ouais. comment tu l'organises? Ça se fait Mm. exclusivement à distance? Tu as la capacité de te déplacer, d'avoir des entretiens vraiment individuels et personnalisés? Quand on frappe à la porte de l'Académie de la haute performance, comment on est pris en charge derrière? Ouais, alors en fait aujourd'hui, nous on est 98% sur le web, donc les gens nous connaissent vraiment par le web d'abord, soit les vidéos YouTube, soit les bouquins, soit LinkedIn, les podcasts, enfin les vidéos YouTube qu'on met en podcast. On a les articles de blog, on fait énormément d'articles de blog et je dois en passer. Bref, du coup, aujourd'hui, les gens nous connaissent souvent sur Internet. À chaque fois, on offre un rendez-vous qui est offert, qui dure environ 30-45 minutes, où là, nous, en fait, moi, je demande aux gens qui font les appels de poser des questions, certaines questions qui font que on va savoir si oui ou non on, les gens qui viennent nous voir, les performeurs qui viennent nous voir, on peut leur enlever le blocage. Parce que voilà, pour des gens, certaines méthodes vont fonctionner. Pour d'autres, comme pour nous, en fait, c'est des gens qui ont souvent essayé sophrologie, méditation, etc. Ça les a aidés, mais ça n'a pas enlevé le blocage de fond. Là, on sait si on peut les aider. Et en fonction de ça, ensuite, ils sont pris en charge par un coach de l'académie. Donc, les accompagnements sont en individuel. On fait tout à distance aujourd'hui parce que c'est plus pratique, on gagne du temps. Et ce qui est bien avec la méthode de dépolarisation, c'est que on n'a pas besoin d'être à côté. Donc ça, c'est top. Des fois, dans les JO, il y avait des sportifs qui étaient à Tokyo. Bah, c'était cool de prendre l'appel avec eux. Euh, et ensuite, on rentre vraiment dans le programme Identité gagnante. Programme Identité gagnante, il se passe en 2 mois et demi. Il est en 2 mois et demi, 3 mois, où là, il y a des vidéos qui se déclenchent toutes les semaines. Il y a les coachings individuels en parallèle avec un coach de l'équipe où l'on va faire les sessions de dépolarisation. La première séance, ça va durer souvent 2 heures. La deuxième séance, 1h30. Après, on est sur 4 autres séances de 1 heure réparties sur les 2 mois et demi. Ce qui font que les gens au bout d'un mois et demi, ils voient qu'il y a une grosse différence et au bout de 2 mois et demi, ils sentent que bah ouais, en fait, c'est bon, le blocage il est loin derrière. À côté, nous, on met des accompagnements qui sont en option, qui sont offerts aussi dans le pack où les gens peuvent venir pendant 6 mois à des coachings de groupe où là, du coup, on peut voir, on a une quinzaine à chaque fois avec d'autres performeurs aussi de tous les sports. Donc, c'est sympa d'échanger avec des gens qui ont eu les mêmes blocages. Et après, il y a un séminaire qui est offert tous les ans pour les gens qui veulent. Là, on est en présentiel. Voilà, ça, c'est vraiment notre formation principale. On parle de blocage, justement. Ouais, Est-ce que tu serais en mesure déjà de définir ce qu'est un blocage ouais, et de l'illustrer avec peut-être quelques exemples bien choisis pour que les auditeurs puissent se carrément. rendre compte de ce qu'est un blocage? On parle souvent de facteurs limitants. Est-ce que c'est la même Ouais. chose? Ouais, on peut dire que c'est la même chose pour moi. Un blocage, c'est une interférence entre ce que j'ai envie consciemment et ce que mon subconscient veut. Donc, pour vraiment faire de manière très schématique, on va avoir le conscient qui va être notre mental et le subconscient, ça va être notre corps. Si on revient à moi en finale, à l'époque, c'est j'ai envie au fond de moi d'être champion de France, mais mon corps, il s'engage pas dans l'action au bon moment. Et du coup, il bloque. Euh, on a quoi d'autre comme exemple comme ça? Bah là, j'ai celui de Michel Comte que je prends souvent. Michel Comte, je prends souvent car c'est le premier champion du monde en vétéran chez nous en judo. Où le gars, à chaque fois, il perd en finale, champion d'Europe et du monde confondu. À chaque fois, il perd en finale. Il a envie d'être champion d'Europe ou du monde, mais son corps bloque. Et donc là, il y a le subconscient, c'est-à-dire que le subconscient,
ne valide pas notre objectif comme bon. C'est-à-dire qu'il y a des charges qui sont associées à ça qui ne valident pas comme bon. Et donc, bah, il se bloque. Et donc, on ne pourra pas obtenir le résultat. Et donc, avec Michel, juste avec la première séance de dépolarisation là, de 2 heures, plus après, en rentrant dans le programme, bah, il s'est senti libéré. Et à la fin, en fait, pour lui, c'était normal de dire, bah, je vais être champion du monde. Donc, les tips pour reconnaître les blocages, c'est se dire, j'ai mon réel objectif, mais le réel que j'ai profondément envie, hein, pas celui qui est de la fausse humilité, c'est celui que j'ai profondément envie, c'est est-ce que je suis capable de le dire là haute voix, genre si j'ai envie d'être champion départemental, d'Europe, du monde, peu importe, est-ce que je suis capable de dire je vais être champion du monde? Si je suis pas capable de le dire à haute voix de manière fluide et que le corps, il n'y a pas de résistance, c'est que là, il y a une interférence. Voilà. Et très souvent, pour les sportifs que l'on accompagne, on va te dire que on va demander c'est quoi le trait de caractère qui t'agace le plus. Et 80% du temps, c'est j'aime pas les gens arrogants et j'aime pas les gens égoïstes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre tête, par exemple, moi je prends l'exemple de Laura, qui est médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui à chaque fois elle contre-performait, elle n'allait pas sur le podium, tout simplement. Eh bien, pour elle, par exemple, quand je disais, OK, c'est quoi ton objectif au fond de toi? Et bah, elle disait, au début, c'était bah, faire les Jeux Olympiques. Et après, non, mais au fond de toi, ton rêve, c'est quoi? Bah ouais, c'est clair, c'est ramener une médaille. Bah pourquoi tu le dis pas? Bah c'est arrogant de dire ça, je suis qui pour dire ça? OK? Et donc là, c'est-à-dire que le corps n'a pas validé l'objectif comme bon. Et donc là, OK, qui est-ce qui t'agace autour de toi? Ah bah elle. OK, qu'est-ce que t'aimes pas chez elle? Ah bah je l'aperçois arrogante. Et donc ça crée un conflit entre mon conscient qui a envie d'être champion du monde et mon subconscient qui dit mais je peux pas le dire parce que si je le dis, c'est-à-dire que je suis arrogant. Et donc le corps bloque et ne s'engage pas dans l'action. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va sortir de ces deux concepts d'arrogance et d'humilité, puisque l'arrogance va avec l'humilité, l'égoïsme va avec l'altruisme, l'honnêteté va avec la malhonnêteté, le méchant va avec le gentil, l'ouest va avec l'est. Dès qu'on donne un concept, eh bien automatiquement, inconsciemment, on crée l'anticoncept. Dès qu'on se dit j'ai envie de vivre à l'ouest, bah, inconsciemment, se dire j'ai pas envie de vivre à l'est. Sauf que on est à l'ouest de quelque part et à l'est d'autre part si on prend un peu de hauteur. Et bien là, du coup, le but de cet accompagnement, c'est aider les gens à sortir de ces dogmes moraux qui peuvent nous limiter dans l'atteinte de nos objectifs. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu le fait de notre société. On nous apprend à ne pas peut-être fanfaronner, à ne pas crier sur les toits nos réussites, ce Ouais. qui est peut-être de la fausse humilité, mais il n'y a pas forcément ce besoin d'arrogance derrière, même si Non. ça peut être la cause de blocage. Ouais, exactement ça. En fait, c'est juste être soi-même et se dire j'ai un objectif. Et ça fait du mal à personne de le dire en fait à haute voix. Et ce qui est marrant quand on dit aux sportifs, bah ok, déjà quand est-ce que toi t'exprimes ce trait de caractère? Par exemple, arrogant. Alors, on va tout le temps déconceptualiser parce que arrogant et humble, ce sont des concepts. Et ça, c'est généré, ce qu'on suppose, par la partie basse de notre cerveau. Vraiment le système 1 du cerveau. Et là, justement, on est sur on est en train de voir en ce moment pour avoir un docteur en neurosciences qu'on aimerait voir, c'est les parties du cerveau qui s'activent en fonction des mots que l'on dit. Et pour nous, c'est vraiment la partie basse. C'est un concept, le cerveau limbique qui va dire c'est moi, c'est pas moi. Tout simple. C'est vraiment le cerveau de l'existence. C'est moi, c'est pas moi. Et ça permet de voir si un concept nous appartient ou pas. Et donc, le concept est simplement une idée qu'on se fait. Mais le concept, il n'a de valeur de vrai que par rapport à notre regard dessus à un instant T. Et donc, quand on dit, OK, identifie-moi quelqu'un d'arrogant, lui, OK, si on prend ses yeux, son corps à lui, on se téléporte et on prend ses yeux et son corps à lui. De notre point de vue, on le voit comme arrogant, mais de son point de vue à lui, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il fait de manière factuelle? Ah bah, il dit qu'il va gagner. OK? Donc, factuellement, quand on le perçoit arrogant, lui, il dit qu'il va gagner. Mais après, bah, lui, il dit qu'il va gagner, mais est-ce qu'il y croit? Ah bah ouais, il y croit. OK, donc il dit ce qu'il pense, en fait. Ah bah ouais, OK. Et du coup, les gens, là, déjà, ils percutent en mode, OK, je me suis créé une histoire que je percevais arrogant, mais en fait, non, il est juste en train de dire ce qu'il pense. Et vu qu'en France, en plus en France, c'est vrai qu'il y a des sportifs, des fois, aux États-Unis, ils n'ont pas ces blocages-là, ils viennent en France et ils les développent. Parce qu'en France, quand on dit j'ai envie de, je sais pas, monter une entreprise et à atteindre tel chiffre d'affaires, j'ai envie d'être champion du monde, j'ai envie de, je sais pas, même pour certains, faire un master 2, ils disent ça dans leur famille, ils vont le, mais t'es qui pour dire ça? Enfin, attends. Et du coup, vu
on va avoir peur du regard des autres, et ben on va réprimer cette partie-là. Et on va se dire, ah ben non, j'ai pas le droit. On peut dire à cause du regard des autres, on va pas s'autoriser à exprimer pleinement notre potentiel. Ce qui est dommage, parce que ça fait de mal à personne. Si on pense sincèrement de dire, bah ouais, j'ai envie de faire un master 2, une école d'ingé, une école de commerce, un titre de champion du monde, ça dérange personne en fait. Donc le but, c'est d'autoriser le corps à admettre et à accepter, à intégrer ses réels désirs. Mais je pense l'avoir un petit peu vécu, Pierre, à travers toute cette période Covid, où j'étais, on va dire, le champion de l'entraînement. Toi, cet athlète, ce coureur qui passait toutes les séances comme il fallait à l'entraînement. Et dès que les compétitions sont arrivées, j'étais pas vraiment en phase avec les résultats attendus et ce que j'avais pu montrer à l'entraînement. Là, le blocage, il vient de quoi? De le fait que je sois pas en confiance par rapport à cet objectif. Quelles seraient les raisons d'une contre-performance sur une compétition alors qu'à l'entraînement tout se passait bien? Bah justement, là la question, la première, en fait, c'est difficile de répondre juste comme ça, de manière générale. Mais nous, tu vois, si tu es un athlète qui arrive chez nous, on va te dire, ok, déjà c'est quoi les traits de caractère que tu juges, tu vois, vraiment. Ce serait quoi les traits de caractère qui peuvent t'agacer chez les autres? Les traits de caractère chez les autres, ben on l'a Ouais. dit, hein, l'arrogance, les gens qui sont un petit peu trop sûrs d'eux, l'égoïsme aussi, c'est des choses qui m'agacent. C'est top. Et du coup, bah ouais, bah en gros, bingo. Donc, tant qu'on juge les gens arrogants ou trop sûrs d'eux, eh bien, et qu'on le juge en mal, on est en train de dire quoi? On est en train de dire à notre subconscient, je veux pas être comme ça. Ce qui va faire qu'en compétition, l'assurance dont on a besoin pour pouvoir exprimer tout notre potentiel, eh bien, ça va être friable. Et on va sentir qu'il y a une petite faille à l'intérieur de nous. Et du coup, on va pas pouvoir exprimer le potentiel. Et donc, c'est juste ce jugement, en l'enlevant, eh bien, il y a de très grosses probabilités que ça se libère et bah, derrière, tu puisses vraiment performer en fait, sans te poser de questions. Sans avoir cette petite voix, ce petit bruit mental. Donc, 80% des gens que l'on accompagne, c'est un jugement que l'on a vis-à-vis de ce qu'il faut être ou pas être. Et la meilleure façon de les repérer, c'est de juste se poser un moment et se dire, de toute façon, des jugements ont été créés en grandissant et c'est ce qui m'a construit et ce qui fait mes qualités aussi. Mais peut-être que l'identité que j'ai construite jusqu'à aujourd'hui, peut-être que maintenant elle me limite pour passer au niveau supérieur. Et à ce moment, il y a peut-être des traits de caractère que je dois intégrer. Et donc, la meilleure façon de les avoir, moi, c'est ce que je fais à titre perso encore, hein, parce que tant qu'on sera sur Terre, on aura des traits de caractère dépolarisés. C'est se dire, OK, quels sont les 3 traits de caractère qui m'agacent le plus dans le monde? Et là, si on a arrogance, égoïste, on sait que arrogance, égoïsme, on sait que 95% de chances que la personne se limite. Toute cette construction, tu le disais, hein, depuis l'enfance, Ouais, l'école, la famille, c'est des choses ouais. qui font ce que l'on est, entre guillemets, Mm, aujourd'hui. Est-ce mm, que vous allez chercher dans ce passé, dans des événements qui ouais, ont pu, on va dire, blesser peut-être à certains moments de vie les personnes que vous accompagnez? Et ouais, il y a un travail peut-être personnel également à faire par les athlètes. C'est pas uniquement recevoir votre méthode, mais des ouais. exercices sont peut-être donnés par les coachs pour que la personne puisse, au-delà de cette méthode Ouais. que tu mets en avant, avancer également de leur côté. Nous, le but de nos méthodes, c'est pour ça qu'on est limité dans le temps, on est que sur 2 mois et demi, 3 mois max. Le but de nos méthodes, c'est que les athlètes soient autonomes après et qu'ils n'aient plus à venir nous revoir pour ce problème-là spécifiquement. Donc, et c'est pour ça que la dépolarisation, c'est quand même, on va dire, c'est chiant. C'est chiant. On n'est pas dans un fauteuil où il y a quelqu'un qui nous dit à partir du moment où tu seras comme ça, comme ça. Donc, on n'a pas quelqu'un de l'extérieur qui nous met des suggestions. La dépolarisation, c'est une méthode qui est processée. C'est un process qu'on suit étape par étape, qui fait que si on le suit bien, eh bien, on a ce qu'on appelle un collapse dans la tête, qui fait que wow, oh putain, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Et notre corps se libère et on passe à l'action. Donc, c'est pour ça qu'on a les séances individuelles avec c'est pour ça qu'on a les séances individuelles où là, bah, la première séance, elle va durer 2 heures, des fois 2h30, elle est vraiment chiante et on lâche pas la personne qu'on a en face de moi à lui poser ces questions-là, hein, les questions qu'on peut retrouver dans le bouquin,
On va les poser de manière vraiment directe, séquencée, jusqu'à temps que les gens ressentent l'effet. Et vu qu'ils ressentent l'effet une fois, et après la deuxième séance, une semaine après, une deuxième fois, et ensuite on éloigne de 10 jours, une troisième fois, après on éloigne de 15 jours, une quatrième fois, et bim, une cinquième fois, et ils voient que ça marche, bah après ils sont capables de refaire le process seuls, vu que dans les programmes de l'académie, après on file tous les programmes toutes les questions étape par étape pour être capable de refaire cet exercice tout seul. Donc voilà, le but c'est que les gens après s'autonomisent avec la méthode pour la refaire seul. On utilise ce terme de dépolarisation. C'est quelque chose que Ouais. tu as déposé comme méthode. Ouais. Est-ce que l'on peut la définir, la dépolarisation? Sur un plan Ouais. lexical, on est sur un changement de pôle, c'est-à-dire qu'on va retirer une polarisation. Elle se passe sur quel plan, justement, cette polarisation? Là, on est dans des termes techniques, mais je pense que c'est important pour que les auditeurs puissent percevoir et bien comprendre cette méthode. Ouais, et ben justement, c'est top parce que nous, on est dans un monde polarisé. Donc déjà, on vit dans un monde qui est polarisé. Polarisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on est sur de la matière, on va dire il y a des trucs qu'on va voir en plus et en moins. Il y a du chaud, il y a du froid, douleur, plaisir, avantage, inconvénient, jour, nuit, gain, perte, bref, tout va par deux. Et notamment arrogant, humble, etc., etc. Arrogant, humble, honnête, malhonnête, gentil, méchant. Bref, donc quand on est dans notre monde, sur Terre, on divise les choses à chaque fois. On crée des polarités. Et comme un aimant, eh bien le pôle plus, s'il y a le pôle plus qui est très fort quelque part, il y aura le pôle moins qui sera aussi très fort autre part. Okay, si y a la pile, ça va être la même chose. Il y a le pôle plus, il y a le pôle moins. Donc c'est important ok, première étape, je suis dans un monde qui est polarisé. Deuxième étape, il y a des choses qui sont, comment l'expliquer? On a la partie être et la partie humaine. On n'est pas que des êtres, pas que des humains. Donc la partie humaine est la partie qui est polarisée, et la partie être est celle qui n'est pas polarisée. Quand je suis parti en méditation, en vipassana, donc vipassana, c'est-à-dire sans lire, sans écrire, sans parler, pendant 20 jours, je suis parti en Thaïlande en août 2017, juillet 2017. Je suis parti 20 jours là-bas pour répondre à cette question, qui suis-je? Et au 14e jour, la réponse que j'ai eue, c'était, en fait, je suis tout. J'ai toutes les idées, les identités en moi. C'est-à-dire que là, je peux être souriant, je peux être triste, je peux être colérique, je peux être fou, je peux avoir de l'humour. Toutes ces identités sont à l'intérieur de moi. Et en fonction de l'espace dans lequel je vis, je vais décider d'exprimer ou non une identité. Et donc, ça veut dire que, étant petit, quand j'ai été éduqué, et en fonction de comment j'ai vu le monde, je me suis dit, tiens, il y a des traits de caractère que j'ai le droit d'exprimer et des traits de caractère que je me refuse d'exprimer. Autrement dit, j'ai vu mon père, par exemple, qui était égoïste. Eh bien, je vais dire, wow, mais moi, jamais je serai comme ça. Et du coup, je vais être altruiste dans ma famille. Et donc, je vais réprimer la partie égoïste en moi. Et sauf que ça, c'est quand on est dans un espace, c'est quand on est dans un espace et dans un temps. Mais sauf que si on prend de la hauteur, de l'altitude, on voit que la polarité n'est plus valable. C'est-à-dire que moi, par exemple, si on prend sur un père qui s'est perçu, un enfant qui a perçu son père, mettons, égoïste, et qui dit, bah moi, maintenant, je suis altruiste dans ma famille, etc. Eh bien, si on lui dit, OK, et note tous les bénéfices pour toi que ton père était comme ça, alors on va pas dire égoïste, on va déconceptualiser, mais pour schématiser. Et à un moment donné, au bout de 20-30 minutes, la personne commence à avoir des larmes de gratitude et en disant, wow, mais mon père, finalement, grâce au fait qu'il était comme ça, c'est grâce à ça que je suis dans ma famille. Et en fait, pour la fin, ils peuvent même plus dire, mon père était égoïste, ils voient que ça répond faux, en fait. Donc, le corps voit l'autre point de vue du dé. Souvent, on a un dé avec plusieurs points de vue. Donc, le corps voit l'autre point de vue. Et là, du coup, on a dépolarisé puisqu'on est sorti du concept égoïste, altruiste. Donc, voilà. L'idée, c'est sortir de ces concepts arrogants, humbles, égoïste, altruiste, méchant, gentil, pour justement vous montrer qu'on est juste des êtres humains avec tous les traits de caractère. Voilà. On est juste des êtres humains avec tous les traits de caractère. Toute cette méthode, elle est le fruit de tes recherches, de ton expérimentation, et tu t'es formé également donc à l'extérieur. Combien de temps ça t'a pris pour mettre en place cette méthode?
Ouais, du coup, comme tu dis, il y a eu le mix entre expérience vécue et formation. Et moi, je me suis énormément formé pour le coup. J'ai fait l'école centrale d'hypnose, qui est une des plus complètes en termes d'heures en France. J'ai fait l'Institut des neurosciences. Après, j'ai fait les 20 jours en méditation Vipassana en 2017. Après, j'ai fait l'Institut SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, aussi en France. Après, je me suis beaucoup formé avec le docteur John DeMartini. Il y a eu la PNL, il y a eu mes premières formations en prep mentale aussi en 2015. Je me suis formé avec Victor Sebastiao, qui était préparateur mental des équipes de France de boxe pendant 25 ans, qui est toujours d'ailleurs pendant 25 ans, et qui, pour l'anecdote, s'est formé ensuite à l'Académie de haute performance en dépolarisation et aujourd'hui en équipe de France de boxe fait de la dépolarisation et a écrit le préface de mon livre. Euh, donc ça a été énormément de formation et derrière pour créer ce concept de dépolarisation qui est vraiment un mélange entre mon vécu et la philosophie qui est tirée du déclic que j'ai eu chez les moines, de la PNL sur la pyramide de Robert Dills pour comprendre, un exercice qui est tiré de l'école centrale d'hypnose et après beaucoup de questionnements qui est tiré de chez du docteur John DeMartini. Et donc, ces différentes techniques, une fois que la personne a réalisé donc l'ensemble de la formation, tu dis elle est autonome. Quels sont finalement les leviers qu'elle va pouvoir mettre en avant si des Ouais. difficultés arrivent? Qu'est-ce qu'elle peut utiliser concrètement? Est-ce que tu aurais des exemples pour les coureurs qui nous écoutent ou les sportifs qui viendraient à tomber sur le podcast et qui ne sont pas forcément des coureurs, parce que ça s'adresse à toute personne? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme astuce vraiment concrète sur cette Ouais. dépolarisation? Ouais, alors, je vais donner une astuce. Mais déjà, j'ai commencé par la dépolarisation parce que la dépolarisation, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'astuce concrète avec la dépolarisation puisqu'on n'a pas le choix que de se mettre papier, crayon et de noter. Donc ça, C'est peut-être il une y a pas de première choix. astuce Ouais, d'analyser, de noter. Ça peut se faire peut-être après les séances, avant les séances. Enfin, comment tu exact. verrais Ouais. justement l'utilisation de ces notes et de l'écrit dans notre Ouais. pratique du sport? Ouais, juste, ouais, c'est top. C'est vrai que quand tu m'as posé la question, moi, j'étais en mode dans l'action, et ça, c'est le truc que j'ai donné après dans l'action, où là, il y a pas besoin de dépolarisation. Pour la dépolarisation, le top, c'est quand on voit qu'en compétition, ça performe pas, tout simplement se poser papier, crayon, et tout, comme tout à l'heure, se dire, OK, c'est quoi les traits de caractère que je juge à l'extérieur? Et finalement, tiens, je juge quelqu'un d'arrogant. Est-ce que si moi, je m'autorisais à être plus sûr de moi, est-ce que ça m'aiderait? Ah bah oui, paf. Ah ok, là, tant que je condamne le trait de caractère, je peux pas me l'approprier. C'est la première étape. Après, il y a la peur de l'échec. C'est la peur de l'échec, ça c'est très simple. Dans le livre Préparation mentale gagnante, je détaille avec les exemples des athlètes qu'on a accompagnés aux Jeux Olympiques, où quand on a la peur d'échouer, c'est aller voir, ok, j'ai peur de quoi concrètement? Et aller au pire du pire du pire, je loupe ma compétition. Quand tu loupes ta compétition, ça ressemblera à quoi concrètement? Va voir au fond. Ce serait quoi concrètement? Et là, va voir tous les bénéfices pour toi si t'échoues. Et les inconvénients si tu réussis sous la forme où tu veux, jusqu'à temps que tu n'aies plus peur de l'échec. Et ensuite, pour quand on est en compétition, le conseil, nous, qu'on donne à tous les athlètes, c'est la première vidéo de notre programme, c'est se centrer sur qui t'es en train de devenir. Qui t'es en train de devenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es en train de courir et qu'à un moment, tu te dis, là, je suis un peu dans le jus, et au lieu de te demander, OK, je continue pas, j'insiste pas, juste se poser la question, qui ai-je envie de devenir? Et, OK, j'ai envie de devenir quelqu'un qui est un guerrier. OK, le guerrier, il ferait quoi? Eh ben, allez, je me dis dans ma tête, je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier, et j'essaye de modeler au comportement qui répond à cette identité. Euh, ou alors je suis excellent, je suis inarrêtable. Et en fait, en se concentrant uniquement sur qui on a envie de devenir, on se détache du résultat et on se concentre sur qui on devient. Et avant les compétitions, nous, ce qu'on demande aux sportifs qu'on accompagne, c'est à la fin de la compétition, que tu aies gagné ou perdu la compétition, qui seras-tu devenu comme sportif? C'est-à-dire euh, être excellent, par exemple. Ok, je serais devenu un millimètre plus excellent. Et des fois, il y a des gens qui nous disent, oh, mais je peux pas dire que je suis excellent ou que je serai excellent à la fin de la compétition. Je suis encore loin d'être excellent. Et on leur pose la question, l'excellence commence où? Et là, ils disent, je sais pas. Ok. Quand tu es né, tu faisais quelle taille? Tu faisais pas cette taille-là. Tu faisais pas 1m75 ou 1m80.
Bah non, ok. Donc c'est bien tous les jours pendant ta croissance que tu es en train de grandir un petit peu et tu voyais pas que tu étais en train de grandir. Ben pour l'excellence, c'est la même chose. Si on se concentre tous les jours à chaque compétition sur devenir plus excellent et aller 1 millimètre de plus en excellence, eh bien on se rend pas compte qu'on est en train de devenir plus excellent, mais il y a qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, où on se retourne, où quelqu'un nous dit waouh, mais en fait tu as progressé. Eh bien du coup pour l'état d'être c'est la même chose. Donc vraiment le conseil, le tips que je donnerais aux athlètes qui regardent, qui écoutent ce podcast, c'est vous dire, OK, à la prochaine compétition, qui avez-vous envie de devenir, compétition gagnée ou perdue à la fin? Donc, on se détache du résultat, on se Ouais. détache du chrono ou du Mm, classement, qui peut être aussi mm, une source de motivation. Est-ce que ouais. ça passe pas, Pierre, également par une bonne fixation des objectifs? Des gens qui veulent peut-être voir un petit peu trop haut. Est-ce que Mm, c'est pas aussi un leurre de se dire, bon, oui, je veux courir, par exemple, le marathon sous les 3 heures. Mais il y a ouais. peut-être des points de passage, des étapes, comme tu disais, sur cette excellence. Bah, il faut peut-être que j'arrive à valider un Ouais. semi-marathon et puis ensuite augmenter le nombre de séances pour ensuite pouvoir Ouais. aller jusqu'à cette quête ultime qui serait le marathon sous les 3 heures. Ouais, alors il y a pas de loi, il y a des gens qui ont juste un grand objectif et ça marche très bien pour eux. Et par contre, je pense que le plus important de tout ça, c'est se dire quand je me fixe un objectif, est-ce que je suis en train de m'exagérer ou me minimiser? Bon, me minimiser, c'est qu'on le voit trop court, trop petit, mais s'exagérer, ça veut dire qu'on se dit, waouh, trop bien, je vais aller là-bas, c'est un truc de dingue, et on a de l'euphorie. Et l'euphorie est un symptôme pour nous dire qu'on n'est pas prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, on est sur un fantasme et on va peut-être courir un bout, on va voir qu'on va pas y arriver parce que l'objectif il est trop haut, et là, on va abandonner. Donc, c'est important. Quand on choisit un objectif, en général, si il nous paraît trop loin et qu'on a envie d'arrêter, bah, c'est qu'il est trop haut. Si on a trop d'euphorie, c'est peut-être poser la question, OK, c'est quoi tous les inconvénients à ça? Euh, et après, du coup, quand il est trop haut, bah, on va le redescendre jusqu'à temps qu'on se dit, quand on se fixe l'objectif, c'est important, je pense, de sentir que il y a une partie de nous qui se dit, c'est chaud, je sais pas si je vais y arriver. Et en même temps, je sais que je vais y arriver. Et un être humain est au top de sa performance quand il a ce niveau de certitude et d'incertitude au même degré. Je crois qu'en tant que compétiteur, on l'a tous eu, je vais y arriver, en même temps, je sais pas si je vais y arriver. Quand on est là, on sait qu'il y a le système nerveux, en gros, sympathique, parasympathique, qui est parfaitement équilibré. Il y a l'envie et la peur qui sont là au même degré et on sait qu'on est au bon endroit. Donc, je pense que c'est plus comme ça à s'orienter sur les objectifs. La peur, tu l'intègres comme un facteur qui peut être positif. Ça peut être un Ouais, signal qui nous garde en éveil, entre guillemets. ouais, exactement. Exactement, exactement. Pour moi, ce n'est pas la peur qui est mal, c'est de croire que la peur est mal qui la rend mal. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, avec une athlète, ce qu'on avait vu, c'est que grâce au fait qu'elle avait peur, bah, c'est ça qui la maintenait en éveil, en fait. Et ce qui la rendait mal et ce qui la faisait stresser, mais trop stresser, c'était le fait de se dire, oh, les autres, elles doutent pas et tout. C'est pas normal de douter. Et du coup, en fait, quand on admet que la peur, elle est là, juste parce que l'objectif, il est important pour nous, bah, automatiquement, ça devient facile. Par exemple, si on prend Sarah, alors là, je prends que des athlètes de haut niveau des Jeux Olympiques, parce que je trouve que quand on prend des athlètes, si ça marche sur eux, ça marche forcément pour les autres. Euh, du coup, quand je pense à Sarah Belzer, qui a fait médaille d'argent aux Jeux Olympiques, elle a été membre remplaçante de l'équipe de France aux Jeux Olympiques en escrime. Et elle dit, ah, mais t'imagines, Pierre, si je rentre et tout, ça va être la panique. Et du coup, je lui dis, OK, si t'as peur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que t'es en train de vivre ton rêve, en fait. Elle fait, ah, ouais, mais carrément, j'ai pas vu ça sous cet angle. OK, donc la première chose, quand t'as peur, quand la peur va se manifester, si la peur se manifeste quand on me dit, OK, go, tu rentres, eh bien, tu prends une seconde et tu te dis merci. Merci d'avoir peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que merci d'avoir peur, ça veut dire que le corps prend conscience que c'est important. Le corps prend conscience qu'il y a de l'enjeu. Et des fois, il y en a d'autres. J'ai eu un athlète récemment qui m'a dit, ah tiens Pierre, j'ai contre-perfait, je suis allé trop confiant. Là, il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de peur, du coup tu t'es exagéré. Et vu qu'on s'est exagéré, bah forcément, on prend une claque en quelque sorte pour nous ramener. Alors là, j'ai utilisé le concept, mais à l'humilité, qui est bah juste être soi avec soutien de challenge au même degré, avec la peur et l'envie au même degré. Enfin, la peur, ça peut être l'appréhension, et peu importe le degré, mais il y a le petit truc de
Ça, c'est important qu'il soit présent. Et quel conseil tu donnerais à un athlète qui doit prendre le départ d'une compétition qu'il a préparée pendant X Mm. semaines, X mois, à 2 minutes du starter? Qu'est-ce que tu Ouais. l'encourages à se dire, à faire peut-être Ouais. comme action? Bah, première étape, dans le livre Préparation mentale gagnante, on met les cinq étapes qu'on conseille, mais la première, c'est vraiment valider est-ce que j'ai un trait de caractère qui peut me verrouiller et créer des interférences entre là où je suis et là où je veux aller. Ok, est-ce que quand je dis tiens j'ai envie de faire ce temps, je sens que c'est juste dans mon corps. Ça c'est le premier conseil. Ensuite, deux, c'est vraiment se détacher du résultat, mais ça, on l'entend souvent. Et trois, c'est se concentrer sur qui on est en train de devenir. C'est-à-dire, là, c'est la compétition. OK, je lâche prise sur le résultat. Et quelle est l'identité qui va me permettre d'augmenter les probabilités d'obtenir mon résultat? Puisque le résultat est un effet, non pas une cause, mais que la cause qui génère cet effet, c'est l'état d'être que je vais avoir pendant la compétition. Et donc se concentrer au maximum, même si c'est pas tout le temps facile, au maximum sur l'état d'être que j'ai dans la compétition. Donc la personne doit s'exercer peut-être à l'entraînement, à ressentir ses sensations Ouais, pour les retrouver en compétition, parce qu'on parle souvent d'état de flow, toi, en course à pied où ouais, ouais, tout marche bien, on est détendu, ouais, l'allure est bonne, on profite du paysage et de l'environnement. Est-ce que ça ouais, se travaille en amont sur ces séances d'entraînement? Ou est-ce qu'il y a quand même une ouais, différence entre l'entraînement où il n'y a pas la pression, il n'y a pas le ouais. résultat, on peut louper un entraînement, on peut louper une série. En compétition, Mm. si on prend un dossard, à la fin, il y a le coup près et il y a tout ce qu'il y a Ouais, c'est derrière clair. également, avec C'est clair. le regard des autres, les réseaux. Ouais, On n'ose peut-être pas afficher son ouais. chrono parce qu'on l'avait annoncé à un moment donné et c'est pas celui qui est en face. Comment on peut procéder? Est-ce que il y a justement cet entraînement et cette répétition en amont? Ouais, alors déjà, tu l'as dit, il y a le regard des autres et tout, il y a ça, c'est que des interférences. Et ce qui va nous empêcher d'être dans le flow, ça va être que notre pensée va partir, notre esprit va pas partir sur toutes les possibilités qui peuvent arriver en cas d'échec ou de réussite. Donc, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans le moment présent. Euh, et je me rappelle une petite anecdote quand j'étais chez les moines en méditation, les 3 derniers jours que j'ai fait, c'était s'endormir et s'en allonger. Voilà, le moine m'a dit ça parce que je restais 20 jours. Il m'a dit, tu vois, c'est facile à faire. Et même si je doutais, il m'a dit, bon, tu vas voir, c'est facile. Et du coup, au bout de 48 heures, quand je lui dis, mais c'est quoi, 48 heures que j'ai pas dormi, je suis pas fatigué, il se passe quoi? Il m'a dit, bah, tu vois, Pierre, ça fait 18 jours que euh, ta pensée est dans ton corps. Pour plein de gens, soit la pensée est dans le futur et les soucis du futur, soit dans le passé et les souffrances du passé. Sauf que la maison de la pensée, c'est le corps. Et vu que ton corps, ta pensée était dans le corps là depuis 18 jours, eh bien, bah, t'es pas fatigué en fait. Et donc, juste de comprendre ça, de dire, OK, soit ma pensée, elle va sur toutes les probabilités qui puissent arriver en cas de défaite ou de victoire, eh bien, ça m'empêche d'être vraiment dans le moment présent et donc dans le flow. Et donc, c'est arriver à, dans notre langage à nous, c'est de dépolariser tout ce qui peut arriver pour être vraiment tranquille et en paix avec ça, pour être simplement là, présent. Et euh, ensuite, l'autre étape, attends, la question c'était, j'ai perdu le fil de la question, c'était, Est-ce qu'on entraîne finalement le ouais, corps et est-ce qu'en amont, ouais. on a besoin de travailler pour performer, on va dire, et être dans un confort optimum en compétition? Ouais, du coup, donc après avoir tout dépolarisé, là, nous, ce qu'on conseille de faire, c'est tout simplement des choses qu'on retrouve ailleurs, hein, c'est des incantations. Et donc, c'est se dire vraiment à haute voix, voilà, je suis excellent, je suis excellent. Et des visualisations, les visualisations plutôt sur l'état d'être. C'est-à-dire qu'on va faire les visualisations et on va vraiment s'amuser à, ça vient du docteur Joe Dispenza avec qui je suis allé en 2022. Le docteur Joe Dispenza qui est spécialisé sur la méditation à Londres, où lui, ça va plus être de la méditation, mais en mode on va apprendre au corps à ressentir les émotions de l'état d'être. C'est quoi les émotions quand tu te sens que tu es excellent? Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu sens que tu es inarrêtable, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu sens que tu es libre, qu'est-ce que tu ressens? Et apprendre au corps à déjà euh, ressentir ces émotions avant que ce soit arrivé pour construire l'état d'être, justement, qui permettra le résultat.
Alors, c'est pas de la méthode Coué. Quand tu disais tout à l'heure, je suis excellent, je suis le meilleur. Moi, je me le suis déjà dit peut-être sur certaines séances. C'est pas pour autant que les jambes, tout de suite, Ouais, elles vont répondre et elles vont donner leur plein potentiel comme ouais, si je n'avais absolument rien fait. Ça nécessite c'est clair. une mise en action et un entraînement. Ouais. Ouais, c'est clair. Et alors, du coup, la méthode Coué, ce qui est top, mais là, c'est vraiment, on se dit les phrases, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais s'il y a justement l'interférence entre je suis le meilleur, alors déjà, c'est meilleur, c'est plus par rapport à qui, par rapport à quoi. Moi, je préfère le terme je suis excellent qui est plus par rapport à nous. Si au fond de nous, on a une interférence de dire, ouais, mais je peux pas dire que je suis excellent, c'est arrogant, bah là, en fait, on va pas pouvoir intégrer l'affirmation. On vient au blocage, en fait. On vient en blocage parce que en fait, on se dit ça consciemment. On se dit je suis excellent, mais le subconscient il accepte pas. Et donc, du coup là, blocage. Donc là, on prend le processus de dépolarisation et on gratte quoi. Est-ce que cette méthode que tu mets en avant via l'Académie de la haute performance, cette dépolarisation, elle marche sur tout le monde? Est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner toutes les personnes ou est-ce que certaines vont être réticentes sur cette méthode? Est-ce que pour certains, ça ne fonctionnera pas? Alors, nous, ce qu'on va dire, c'est que c'est pas la méthode qui fonctionnera pas, c'est la personne. C'est pour ça qu'il y a l'entretien avant. Clairement, la dépolarisation, c'est chiant. Enfin, la première séance, après, une fois qu'on a capté, c'est bon. Mais la première séance, elle est chiante, elle est vraiment relou, elle est longue. C'est pas très vendeur Du ce coup, que tu dis là, hein. mais j'aime bien parce qu'au moins ça permet de trier entre les gens qui ont vraiment envie d'avancer, avec qui on sait qu'on aura des résultats, et les gens qui disent bah non, je préfère aller chercher une pilule, je vais aller voir autre chose. Non, pour nous euh, ça marche sur vraiment. C'est pour ça que je la fais sur le sport. Je la fais pas dans le grand public. Je la fais avec les sportifs parce que déjà, nous, on adore accompagner les sportifs. C'est vraiment notre boîte, elle est pour les sportifs à la base. Ça marche vraiment pour les gens qui ont un objectif, qui ont envie de se dépasser et qui sentent qu'il y a juste un petit grain de sable qui vient enrayer la machine. Là, on sait que sur ça, on est très bon. Après, si on vient pour je sais pas, douleur, clairement, là, je vois pas ce qu'on peut faire sur enfin, c'est pas notre spécialité. Notre spécialité, c'est vraiment la performance et enlever les objectifs. C'est là où la dépolarisation, pour le coup, on va augmenter les probabilités d'obtenir des super résultats avec les gens. Donc, en théorie, ça pourrait fonctionner avec tout le monde. En pratique, si les gens sont pas engagés, n'ont pas un objectif en tête et ne se ressentent pas qu'il y a un petit blocage, euh, non, on n'a pas une pilule, on n'a pas la baguette magique. Tant mieux finalement. Et d'accompagner, Pierre, tous ces sportifs au Mm. quotidien, ça ne t'a jamais redonné envie de pratiquer? Tu as définitivement mis le sport de côté ou tu pratiques quand même un petit peu sur d'autres aspects, même si les gants ont été raccrochés Ouais. depuis quelques années? Alors, définitivement, je sais pas ce que demain sera fait. Ce sera peut-être un autre sport que la boxe. Euh, Par contre, je m'entraîne encore pour le plaisir. Je vais courir, je vais faire un peu de muscu et tout. Mais c'est juste pour le plaisir. Et pour être transparent, honnêtement, aujourd'hui, quand j'accompagne à des sportifs, alors des sportifs de haut niveau pour le coup, moi je me dis j'ai bien fait d'arrêter parce que quand je vois la vie de quelqu'un qui est champion de France, euh, ou médaille olympique ou des choses comme ça m'inspire pas du tout d'avoir de repayer le prix de l'entraînement comme avant. Et aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui mon énergie est beaucoup plus pensée sur écrire des livres, diriger l'académie de haute performance, diriger, monter d'autres projets aussi en parallèle, notamment sur les choses de recherche qui m'intéressent vraiment. Et le sport de haut niveau aujourd'hui, euh, l'entraînement de haut niveau aujourd'hui me fatigue plus que ce qui me donne de l'énergie. Donc j'ai arrêté sur ce principe. Est-ce qu'à l'approche des Jeux Olympiques, tu as constaté une augmentation des sollicitations par des athlètes qui sont en phase de préparation pour cette Olympiade parisienne? Ouais, ça se réveille. On l'avait eu sur les JO de Tokyo. On l'avait eu très fortement. Là, on est à un an. Je pense que ça commence. On a quelques athlètes de haut niveau qui nous contactent. Mais je pense que la phase, elle va se faire comme la dernière fois. Ça va commencer janvier, février. C'est là où les gens se réveillaient. Quoi, en mode, il y a les jeux, je sens la pression, j'ai pas envie de me planter.
Donc voilà. Après, sur les sportifs plus amateurs, qui est quand même aujourd'hui 90% de l'Académie de haute performance, c'est les sportifs amateurs, vu le nombre d'athlètes qu'on passe par mois. Là, c'est tout le temps, il n'y a pas forcément de règle. Par rapport aux méthodes de préparation mentale que j'appellerais traditionnelles, mais qui Ouais. sont enseignées dans les universités par des Mm, DU, par des formations, mm. est-ce que tu as eu des remarques, des critiques en disant mais c'est une méthode, c'est un peu un gourou qui nous vante sa Ouais, méthode. Est-ce que ouais. tu as des choses à dire là-dessus et peut-être pour te défendre, hein, je ne sais pas si tu as eu des attaques. Ouais, bah, j'ai pas eu d'attaque en direct. J'ai eu des critiques, oui, oui, des critiques, j'en ai eu. J'ai vu des choses passer, des textos, des emails qu'on m'a montrés. Euh, les gens qui n'ont pas fait ma formation, hein, tous les gens qui critiquent ce que je fais ou la formation de l'Académie de la Performance n'ont pas suivi l'Académie de haute performance. Donc, n'ont pas suivi un programme de l'Académie de haute performance. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, quand on connaît justement la dépolarisation, ça va nous apprendre que bah, plus on polarise et on dit ce qu'on fait, et on dit vraiment ce qu'on pense, bah, plus ça va scinder les gens. Il y a des gens qu'on va attirer, il y en a d'autres qui vont nous critiquer. Donc, et il y a une phrase du docteur John de Martini qui est, j'ai plus en tête, mais à chaque fois que en gros, à chaque fois que tu viens innover et dire quelque chose de nouveau, tu vas challenger le dogme actuel. Donc, c'est normal qu'il y ait de la résistance pour des gens qui font de la préparation mentale classique, qui ont des résultats et qui, de leur point de vue, on ne peut pas aller plus loin. Par exemple, une des premières choses que j'ai appris avec mes premiers mentors en hypnose, c'était d'ailleurs, eux aussi ont dit que je devenais un peu un gourou. Mais bref, ils nous enseignaient de dire on peut pas promettre de résultats à quelqu'un. Nous, aujourd'hui, avec l'Académie de haute performance et les méthodes de dépolarisation qu'on a, on dit bah si, alors tu peux pas promettre ce qu'il va gagner, ça c'est sûr, parce que là on est sur le résultat vraiment final. Par contre, tu peux promettre qu'il va être libéré. Enfin, ça, moi je l'ai fait plein de fois avec des athlètes en mode mais oui, mais enfin il y a Laura Tarantola, médaille olympique, dans mon livre qui se forme aujourd'hui chez nous en dépolarisation. Qui a fait de la sophrologie ou de la méditation pleine conscience, je sais plus, pendant des années. Dans mon bouquin, elle écrit, je crois que c'est le deuxième ou le premier, je sais plus, témoignage. Elle écrit noir sur blanc. La première fois que j'ai rencontré Pierre, bah, je me suis dit, mais c'est qui lui? C'est un prep mental de plus. C'est qui pour me dire, mais oui, mais dans un mois et demi, c'est fini ton blocage, tu l'as plus. Et perdu pour perdu, à 5 mois des jeux, j'y vais. Et oui, en effet, après la première séance, je me suis dit, oh là, c'est quoi ce truc? Mais bon, je continue. Et un mois et demi après, il y a son entourage qui la voit plus sûre d'elle, elle aussi. Et derrière, elle performe. Donc, euh, c'est normal qu'on soit critiqué quand on vient innover et proposer quelque chose de nouveau qui vient challenger le dogme et des gens qui sont assis là depuis des années, parce qu'il y a de la résistance qui est tout à fait naturelle au changement. Moi, les méthodes de prep mentale classiques m'ont énormément apporté à l'époque, mais n'ont pas résolu mon blocage. Et c'est très bien parce que ça permet de voir un autre angle de vue. Mais par contre, aujourd'hui, bah, j'ai rien à dire en fait. Juste quand vous critiquez ma méthode et que vous dites que je suis un gourou, est-ce que vous avez expérimenté par vous-même? Est-ce que vous êtes venu chez nous? Faites la formation et on en reparle tout simplement en fait. Et quand je vois dans le préface de mon livre Préparation mentale gagnante, c'est Victor Sebastiao que j'ai cité tout à l'heure, préparateur mental des équipes de France de boxe, qui m'a eu quand j'étais en équipe de France de boxe, quand j'étais membre d'équipe de France, il m'a eu en séance. Et aujourd'hui, il est écrit noir sur blanc dans le bouquin. Moi, il m'a envoyé des textos. Bah ouais, aujourd'hui, je fais de la dépolarisation. Aujourd'hui, je peux aller plus loin avec mes athlètes. Et ça, pour moi, c'est bah, la boucle est bouclée. On a Mathieu qui a été prof 12 ans de psychologie à Paris Descartes, qui est lui un maître d'armes, qui a fait la formation de l'Académie de la performance. Et il a dit aujourd'hui, j'accompagne plus les athlètes de la même façon. Donc, donc voilà, les gens peuvent dire que je suis un gourou. Bah, s'ils veulent, moi, tant qu'on a des résultats avec des sportifs, qu'on a 5 avis, qu'on a tous les avis 5 étoiles partout. Bah, je m'en fous en fait, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Est-ce que tu imaginais, étant plus jeune, au début de ta formation en BEP tourneur-fraiseur, atteindre ces objectifs-là? Est-ce que tu te surprends toi-même? Euh, moi, j'étais tourneur-fraiseur. Ouais, je pouvais pas imaginer. Mon père me disait, Pierre, fais tourneur-fraiseur, tu seras bien, tu gagneras 1 500 € par mois, tu auras un CDI, ça sera bien quoi.
Tu vois, et ça aurait été probablement bien aussi. En fait, je dis pas que c'est moins bien de faire parce qu'il y aurait sûrement moins de challenges à côté. Je serais beaucoup critiqué aussi. Euh, mais par contre, ouais, non, je m'imaginais, je m'imaginais clairement pas que des années plus tard, j'en serais là, quoi. Et surtout aujourd'hui, là, je pense que un jeune comme moi qui me suis cru aussi débile à l'époque, aussi nul, parce que quand même ma première troisième, c'est 7 de moyenne sur l'année. T'aurais pris en Me dire troisième aujourd'hui, prépa pro, hein, si je t'avais eu comme élève, t'aurais fait la deuxième en prépa pro et ça aurait peut-être mieux marché. ouais, t'aurais plu juste, ça aurait été cool. Mais bon, tant mieux que ce soit passé comme ça en même temps. Et aujourd'hui, en fait, enfin, je sais que mes parents, ils hallucinent quand même. Quand il y a 2 semaines, à l'heure où on tourne cet épisode, j'étais à Londres à me former encore avec le docteur John de Martini. L'année dernière, aujourd'hui, je me forme quasiment qu'avec les Américains, qu'en anglais, alors que j'étais nul en anglais. Donc, ouais, non, j'imaginais pas que j'en serais là. Tes formations, justement, tu dis avec les Américains, les Ouais, Britanniques, ils sont plus dans l'action, dans l'impact. On va dire que ça marche beaucoup plus rapidement. Et eux, ils osent peut-être. Ce que dans nos sociétés, on va dire, latines et européennes, on ose un ouais. peu moins. Ouais, en fait, je pense que c'est ça que j'ai appris chez les Américains. Alors, Dispenza et De Martini, c'est quand même deux écoles différentes, mais on a Dispenza, t'arrives en séminaire, t'as 2500 personnes, c'est quand même un peu le show et tout, mais c'est en mode go, quoi. Pourquoi ce serait impossible? Et on a plus après l'école de Martini où il y a pas plus de sagesse, ça c'est faux, mais euh, où là c'est plus des petits groupes, on est 70 à chaque fois maximum. Sur le séminaire avancé, on est plus 25. Où là c'est en mode pourquoi en fait ça marcherait pas et genre beaucoup de certitude en mode go et on y va et on transforme et il n'y a pas de charge sociale de je suis qui pour prendre cette passe ça en fait j'ai quelque chose qui marche, vas-y. Et je pense que ouais, c'est pas, je pense, je suis sûr que si je m'étais pas formé avec les Américains, euh, j'aurais pas cette envie, cette niaque euh, euh, bah ouais, j'ai quelque chose qui peut changer le monde des sportifs, la vie des sportifs, et rien ni personne peut m'arrêter en fait. Ça, je pense que j'irais plus, j'aurais jamais autant fait d'articles de blog, autant de vidéos YouTube. Je me rappelle, j'étais en contact avec un préparateur, pas un préparateur mental, mais quelqu'un qui avait interviewé un préparateur mental en disant, ah, Pierre, enfin, même j'ai eu plusieurs échos qui disent, ouais, Pierre, il market, c'est quand même il fait quand même beaucoup de marketing, il est agressif en communication. Alors moi, je me rends même pas compte que je suis agressif. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression de juste, je partage. Je veux montrer qu'on existe, je veux montrer qu'on est là, je veux montrer que ce qu'on fait, il y a personne d'autre qui le fait. Bah, maintenant plus parce qu'on forme des gens et tant mieux. Mais du coup, grâce, je pense, aux formations que j'ai fait avec les Américains, j'ai pas de filtre sur ce qu'on fait. On va très vite, on est ceux qui sommes les plus rapidement dans la performance, etc. J'ai pas de charge avec ça parce que je le pense. Pierre, sur quel support les auditeurs peuvent retrouver tout ce contenu de l'Académie de la haute performance et aller découvrir peut-être un petit peu plus loin cette Ouais. technique de dépolarisation? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, le premier support que je conseille, c'est quand même les vidéos YouTube parce qu'il y a, alors avec mes vieilles vidéos qui n'étaient pas encore sur le support, mais il y a plus de 500 vidéos YouTube qui sont disponibles. Il y a une dame qui est entrée dans un programme il y a 2 semaines et dans les commentaires, quand elle s'est présentée, elle a mis, ça fait 2 ans que je suis les vidéos YouTube. Donc, je pense déjà que les vidéos YouTube, on peut vraiment, vraiment découvrir, on peut voir si ça nous parle ou pas. Et ouais, je pense que les vidéos YouTube, il y en a au moins 200, 250 sur le sujet pur de prep mentale. On peut commencer par là. Après, il y a les articles de blog. On a quand même pas mal d'articles de sortie, on doit en avoir pas loin de 100. Et après, pour moi, le mieux, enfin le mieux, non, mais pour s'initier à la méthode, ça reste les livres. Le premier livre, c'est l'identité gagnante, où là, on a toute la philosophie sur l'identité. Et on a le deuxième livre qui est préparation mentale gagnante. Bah justement, ça a été pour prouver aux gens qui me critiquaient en quelque sorte que ça marchait, puisque là, il y a 5 témoignages, 4 témoignages de médailles olympiques, un autre de Johan Kowal, que les auditeurs connaissent peut-être. On a Christelle Brua, qui est la meilleure pâtissière du monde en 2018, qui témoigne aussi, qu'on a accompagné. Donc celui-là, il est vraiment témoignage et centré sur la dépolarisation. Vraiment sur le process, étape par étape. Et il y a un jeune qui était venu en séminaire, un petit séminaire que je fais de temps en temps,
Morgan, il a laissé un avis sur Amazon et il était venu au séminaire avec une page comme ça de dépolarisation. Enfin, quand je dis comme ça, là, je monte mes doigts, j'ai des cartes de 2 centimètres. Où en fait, il est juste venu, il a dit Pierre, je vais juste te dire merci parce que juste avec le livre, je me suis libéré. Et donc j'ai fait waouh, ok, donc quelqu'un qui a vraiment envie de travailler, qui est prêt à se challenger, après à mettre je sais pas, genre 2 heures par jour à dire ok, je bosse et j'apprends la dépolarisation par le livre. Je suis sûr je suis sûr, je l'ai vu avec le jeune, on peut déjà avoir des résultats qui sont top. Alors Pierre, moi j'avais une dernière question pour terminer notre épisode. Tu vas devoir réfléchir à un moment où tu es complètement à côté de tes pompes et où on ne parle pas sport, dépolarisation et activité professionnelle ou sportive. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de toute cette agitation et cette activité professionnelle et liée avec le monde sportif? J'aime voyager. Ouais, c'est ça. Et dernièrement, j'étais à côté de mes pompes, justement, au Galapagos, où là, c'était juste dingue, quoi, avec les otaries qui viennent nager avec nous. Et non, c'était juste dingue. Donc, ouais, voyager. Eh bien, merci Pierre pour cet échange sur la préparation mentale, ta méthode donc de dépolarisation. Pour les auditeurs qui souhaitent aller plus loin, je les incite à aller sur le site de l'Académie de la haute performance et de consulter éventuellement tes vidéos et tes livres. Merci à toi Pierre. Avec grand plaisir, Sébastien. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.